J'ai rencontré Gillo Pontecorvo d'une façon très simple parce que j'étais surtout un comédien de théâtre. J'avais fait quelques films, mais des rôles tout à fait secondaires. Et j'adore le cinéma en plus de ça, je dois dire. Mais ma fonction première, c'était de jouer la comédie. J'ai été appelé à jouer des pièces qui ont marqué le siècle, on peut dire, parce que j'ai créé beaucoup de pièces de Ionesco, toutes les pièces de Samuel Beckett, les deux principales étant En attendant Godot et Fin de partie. Et donc j'avais un agent qui était Lola Mouloudji, qui était à l'époque la femme du chanteur Mouloudji, et qui s'occupait de me vendre, si j'ose dire. Et un jour, elle m'a dit, écoute, il y a un metteur en scène italien que je connaissais un peu parce que j'avais vu Capo, qui avait précédé la bataille d'Alger, et j'avais entendu parler de lui. Et il cherchait un comédien qui soit un bon comédien de préférence, qui réponde à des critères physiques précis, un colonel de l'armée française, pas scrogneux, un type relativement ouvert et intelligent. Il était très décidé sur l'apparence extérieure du personnage. Et je crois que je répondais à ce qu'il cherchait. Et en plus de ça, il ne voulait pas un comédien connu, parce que comme c'est une histoire qui relate des faits réels, il ne voulait pas qu'on puisse mettre un visage qui avait déjà servi à beaucoup d'autres personnages fictifs et que le public éventuel fasse une confusion entre ce que disait le film et la présence d'un acteur connu. Donc ces critères, je les réunissais, je n'étais pas connu. Les gens ne disaient pas en me voyant apparaître à l'écran « Ah, on l'a déjà vu dans ». Et j'ai fait un bout d'essai dans les rues de Paris, la rue Saint-Romain, dans le 6e arrondissement, à une époque où c'était pas très facile. Je suis rentré dans un café où Pontecorvo m'avait apporté un uniforme de para. Je me suis habillé dans les toilettes en para. Je suis sorti du café en para et j'ai déambulé dans la rue Saint-Romain, colonel de para, avec Gillo Pontecorvo qui filmait devant moi. Et puis 3 jours après, il m'a dit « C'est OK, on n'est pas en tôle, ni toi ni moi, et tu fais le film. » Allez-y, Martha. C'est un ennemi anonyme, méconnaissable, mélangé à des centaines d'autres. J'étais très au courant de la chose, parce que mes convictions politiques m'avaient amené à être violemment contre la guerre d'Algérie, contre l'incorporation des soldats français, contre tout ce qu'on a appelé la sale guerre d'Algérie. Et j'ai fait partie de ce qu'on appelle les 121. Il y a eu un appel qui a été organisé par Jean-Paul Sartre au départ, je crois, qui demandait à plusieurs personnes de bien vouloir signer un manifeste demandant à ce qu'on ne fasse pas la guerre. Je l'avais signé, cet appel, ce qui m'a apporté beaucoup de déboire parce que je travaillais dans une troupe de théâtre subventionnée, en l'occurrence le TNP. J'ai été foutu à la porte du TNP. Je travaillais beaucoup à la radio comme comédien. J'ai été foutu à la porte de la radio. Je n'avais plus aucune source d'existence. Je n'étais pas le seul, hein, je ne me plains pas. Mais enfin, je veux dire, je savais très bien comme ça se passait. Et alors, donc je savais un peu je connaissais les tenants et les aboutissants de ce qui se passait en Algérie. Ça a été un tournage très difficile parce que Gillo Pontecorvo avait l'habitude de travailler avec des noms, je parle pour ce film, avait l'habitude de travailler avec des non-comédiens. Il y a 2 ou 3 personnes dans le film qui sont les personnages qui ont eu l'action réelle qu'ils ont eue lors des événements d'Algérie. Mais vous semblez bien satisfait de m'avoir capturé vivant. En effet, je le suis. J'aurais pensé que vous le regrettiez plus tôt. Évidemment, je vous ai donné un avantage plus grand que je ne l'imaginais. Non, disons que vous m'avez donné la satisfaction d'avoir eu une juste intuition. Laquelle de vous s'appelle Zakia? C'est un peu difficile parce qu'un acteur non professionnel a la justesse de la fausseté. Je m'explique. C'est-à-dire que n'ayant pas le souci de prononcer correctement quelque chose, comme lorsqu'on parle dans la vie, à la ville, on ne prépare pas sa phrase, elle vient et elle est juste. Mais elle n'est pas forcément juste pour qu'on donne la réplique sur le ton de la personne qui vous a adressé la parole. Ça m'a posé des problèmes de temps à autre. Oui, je sais très bien qu'Alger n'est pas toute l'Algérie. Oui, bien sûr. Mais pour le moment, contentons-nous d'Alger. La plupart de mes heures avec Gillo Pontecorvo, c'est quand il avait un petit peu tendance à me donner les intonations du personnage. Je lui dis, Gillo, si tu fais ça avec moi, tu ne tireras rien de moi parce que je t'imiterai mal. Toi, tu m'imites, tu me donnes une intonation avec un français d'italien.
Donc, laisse-moi faire. Et il me dit, oui, mais tu vas jouer le personnage en acteur. Je lui dis, laisse-moi faire comme j'ai envie de le faire. Et après, si ça ne va pas du tout, tu feras marcher les assurances et tu prendras un acteur à la place pour me remplacer. Mais laisse-moi au moins essayer. Et ça a été comme ça pendant tout le film, tout le film. Le film a été originellement tourné en français. L'exploitation italienne est faite sur la base d'une post-synchronisation ultérieure, mais Gillo a trouvé, avec juste raison, que la bande témoin, la bande son, il y avait des moments où il y avait des bruits intempestifs, il y avait des choses. Donc j'ai tout repost-synchronisé en français une fois que le montage a été terminé. C'est inutile de jouer au héros, ça ne servirait à rien. Passez-moi le haut-parleur. Ce qui est à la fois un avantage parce qu'on peut gommer des choses, mais un handicap parce qu'on n'est plus dans l'émotion de l'instant, de la prise, de l'action. Et là, il faut faire très attention à ne pas succomber à ce que craignait Pontecorvo, c'est-à-dire jouer. Écoutez-moi bien. Si vous vous rendez tout de suite, je vous donne ma parole qu'on ne vous touchera pas. La séquence de l'entrée des paras dans Alger, c'est une séquence qui m'a posé problème parce que j'avais un petit peu peur quand même. J'avais jamais défilé à la tête d'un régiment de parachutistes. En plus de ça, c'était très impressionnant parce qu'il y avait dans la figuration tout ce qui était de peau blanche et de confession européenne qui était dans les rues en train d'agiter des petits drapeaux français, c'est-à-dire qu'il y avait des Hollandais, des Suédois, des Allemands, tout ce qu'on veut, quelques rares Français, très peu nombreux, et donc j'ai eu des problèmes. Mais pas des problèmes intellectuels, comme on a dû faire 10 ou 12 prises et qu'on a dû prendre la 12e prise, j'avais de l'entrain parce que je savais où il fallait mettre le pied, je savais où il fallait mettre l'œil, je savais où il fallait envoyer les bras, je savais dans quel côté balançait ma Légion d'honneur et j'étais devenu mécaniquement un colonel qui défile. Au cours d'une des prises, je me suis pris les pieds dans les rails du tramway, je me suis tordu la cheville et très discrètement et très rapidement, j'ai fait « aïe !» Mais ça m'a beaucoup fait rire parce que j'ai pensé qu'un colonel de para en train de se casser la gueule et en train de faire « aïe !» c'était pas possible. D'autant plus qu'il y avait Pontecorvo qui était dans la voiture caméra devant moi et quand j'ai fait « aïe !» alors il était en train de me faire « on la tient » et quand j'ai fait « aïe !» il m'a fait « ah, merde !» Pour ma part, je peux seulement vous dire que j'ai eu la possibilité d'apprécier la force morale, le courage et la fidélité de Ben Midi en ses propres idéaux. Pour cela, sans oublier l'immense danger qu'il représentait, je me sens le devoir de rendre hommage à sa mémoire. Le personnage était écrit sympathique, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour accentuer cette sympathie, parce que je trouve que ça aurait été succomber à la facilité que de faire une parodie de militaire. Vous comprenez, un militaire à la ville, c'est quelqu'un comme vous et moi. Il a des sentiments, il est ému, il est en colère, il est fâché, il est trompé par sa femme, il veut gagner la guerre, mais c'est un homme. Et je crois que si on ne prend pas en considération tous ces paramètres-là, on risque de tomber dans la caricature du personnage. Surtout dans le cas de ce personnage tellement controversé. Ça n'est pas, le colonel Mathieu, il faut bien le répéter, n'est pas l'image d'un colonel ayant existé pendant la bataille d'Alger. C'est l'amalgame de tous ces personnages réels confrontés à une situation exacte. Comme se sont déroulés les événements, se déroule le film. Sur le plan émotif, on a tourné quand même dans la Casbah. C'est les derniers vestiges qui existent de la Casbah telle qu'elle a été depuis des centaines d'années, et y compris les premiers mois de l'indépendance algérienne. Parce qu'on a tourné dans les endroits réels, dans les maisons réelles, enfin, celles qui n'étaient pas démolies. Ben, je vous assure que ça flanque quand même un coup, parce que
on est vraiment dans la situation de ceux qui ont vécu là, au moment où ils ont vécu cette histoire-là. D'autant plus que les scènes reconstituées, les scènes de commissariat, de choses comme ça, on était, enfin, si tous les participants au film, j'étais dans les endroits dans lesquels on avait conservé toutes les archives françaises. Et j'avais encore tous les rapports de police que je compulsais quand j'avais besoin d'accessoires, comme ça, pendant le jeu, et sur lesquels on racontait toutes les exactions qui avaient été commises, aussi bien par les Européens que par les Algériens. Et il y avait par le menu, le détail des massacres, des égorgements. Les Algériens, quand ils avaient piqué quelqu'un qui était un jaune ou un traître, ils l'émasculaient, ils lui mettaient ses testicules dans la bouche et ils le pendaient à un arbre. Et il y avait le récit détaillé de toutes ces opérations, plus le récit détaillé de tous les moyens obtenus, par lesquels on obtenait la vérité, soi-disant la vérité, tous ces moyens employés par les civils français, pas seulement les militaires, les civils, les commissaires de police, toutes ces choses-là. Alors, c'est pas fréquent d'avoir un matériel de tournage qui ait cette densité-là quand on fait un film. Je l'ai revu il y a un mois et demi, quand il est ressorti à Paris, là. Objectivement, en le regardant comme un film dans lequel je ne serais pas présent, je trouve que le film a admirablement bien vieilli par le fait même qu'il est très strict, très simple, et il n'y a pas d'effet de mise en scène visible. C'est admirablement bien mis en scène, c'est très 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 bien photographié, mais le choix de ce grain de pellicule, il n'y a pas un mètre de pellicule de cinéma d'actualité dans le film. Tout est reconstitué, tout. J'ai vu des gens qui m'ont dit c'est pas possible. Je leur ai dit écoutez, j'étais présent pendant tout le tournage, je sais ce qui s'est passé. Les gens m'ont dit mais les scènes de foule, je leur ai dit c'est des figurants. Mais n'oubliez pas que quand le film a été tourné 10 mois après l'indépendance. Donc les gens, c'était encore... ce qui vivait dans la caméra, ils l'avaient vécu vraiment. Mais je trouve que c'est un film qui est... il est plus beau que quand je l'ai vu pour la première fois. Et en plus de ça, il n'est pas sectaire, à mon avis. Les personnages français sont très plausibles, très crédibles, pas caricaturaux. Les personnages algériens non plus. Le personnage que je trouve le plus bouleversant dans tout le film, c'est le petit ouvrier terrassier qui mange son sandwich dans la rue et qui tout d'un coup est pris pour un poseur de bombes. Je trouve que c'est à l'image du film. Tout est dit dans l'incompréhension, dans le colonialisme, dans les mentalités, dans la hargne, dans la haine.